suis Caroline Goulard. J'ai créé 2 entreprises dans le domaine de la visualisation de données et je travaille depuis plus de 10 ans à créer des ponts entre les humains et les données. On se retrouve pour un nouvel épisode de The Bridge, la plateforme de contenu d'Artefact qui démocratise la culture des données et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on reçoit Christine Balaguer. Christine, bonjour. Bonjour. Christine, qui es-tu? Sur quoi travailles-tu? Alors, je suis professeure à l'Institut Mines Télécom et j'ai fondé et je dirige depuis 3 ans un centre de recherche qui s'appelle Good in Tech, dont Artefact est partenaire. Et nous travaillons sur 2 sujets principaux. Le premier, c'est l'intelligence artificielle de confiance. Donc, comment on peut rendre ces technologies plus responsables et à impact positif. Et le deuxième sujet, c'est la responsabilité digitale des entreprises. Pourquoi c'est important de parler d'IA de confiance aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est important de parler d'IA de confiance parce que l'IA se déploie dans tous les services, dans tous les produits, dans tous les secteurs économiques. Et autant il y a des impacts de l'IA extrêmement positifs. Par exemple, il y a des sociétés comme Terra Panacea qui ont déployé des technologies d'IA dans le domaine de la radiologie pour individualiser les doses de radiothérapie dans le cadre de cancer. Donc évidemment, ça, ce sont des impacts extrêmement positifs. Et puis, il y a d'autres effets potentiellement négatifs de l'IA qu'il faut adresser. On connaît bien sûr aujourd'hui le grand souci des fake news sur les réseaux sociaux, ça en fait partie. Mais je dirais qu'il faut aussi adresser ces questions d'impact potentiellement négatif sur la société. Alors sur ce point, peut-être que je peux citer 2 recherches qui ont été faites assez récemment. Il y a une recherche qui a été pilotée par Virginia Dicknum, qui fait partie du groupe européen des experts sur l'IA. Et en fait, ce qu'ont fait ces chercheurs, ils ont regardé l'impact à partir de toutes les publications sur l'IA de l'intelligence artificielle sur les ODD, les objectifs de développement durable. Et en fait, ils ont montré que dans 79% des cas, dans les applications d'IA, on avait un impact positif sur ces objectifs de développement durable. Vous pouvez nous en donner quelques exemples, ces objectifs? Alors, qu'est-ce que c'est que les objectifs de développement durable? Il y en a 17. C'est par exemple réduire les inégalités. C'est par exemple trouver des solutions face au climat. Donc, ce qu'a constaté cette étude, c'est vraiment un effet positif important. Et ils ont mesuré aussi quand l'IA était inhibiteur de changement d'objectifs, d'impact sur les objectifs de développement durable. Et on a quand même dans 38% des cas aussi des effets potentiellement négatifs. Alors évidemment, ça dépasse 100% parce qu'on a des applications d'IA qui ont à la fois des effets positifs et négatifs. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est justement quand il y a des effets sur la société, est-ce qu'on peut les limiter? Est-ce qu'on peut avoir une garantie? Et c'est ça qu'on appelle l'IA de confiance. Mais alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est de comprendre pourquoi ça peut être nocif, dangereux. Est-ce qu'on peut donner d'autres exemples de cas problématiques posés par l'IA, en dehors des fake news? Oui. Alors, il y a une autre recherche aussi très intéressante qui vient d'être publiée en 2022 d'un chercheur qui s'appelle Wirtz, qui a catégorisé un peu tous les risques de l'IA. Donc, il y a des risques qui sont d'abord liés à la technologie, à l'analyse de données et à la collecte des données. Donc, par exemple, un des risques, c'est la violation de la vie privée, parce qu'on sait qu'il faut beaucoup de données pour utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle. Ensuite, il y a une deuxième famille de risques qui sont des risques, je dirais, économiques. Par exemple, la transformation des modes de travail. On parle de métaverse demain. Aujourd'hui, on est ici en face à face, mais peut-être que demain, on se retrouvera dans des univers tout à fait virtuels. Et ça pose également tout un tas de questions. Il y a d'autres types de risques qui ont été identifiés, qui sont des risques informationnels, communicationnels. J'en ai parlé tout à l'heure, les fake news, les deepfakes, qui sont des algorithmes basés sur des algorithmes qui poussent donc cette désinformation. Et enfin, il y a des risques, je dirais, socio-éthiques, très liés au concept même de l'IA, aux algorithmes d'IA, notamment des effets potentiels de discrimination. Alors nous, on a travaillé beaucoup sur des algorithmes de recrutement, par exemple. Lorsqu'on traite des algorithmes de recrutement,
eh bien, si on a des biais des données ou si on utilise certaines données, je prends un exemple sur lequel on est tombé, par exemple les trous dans les CV. Eh bien, les trous dans les CV, c'est plus souvent des CV de femmes que d'hommes. Et donc, si on prend cette variable, on va entraîner une potentielle discrimination des femmes par rapport aux hommes. Donc, ça, ce sont des sujets qu'il faut adresser. Donc, ces risques existent, on les connaît. Et puis, il y a également un certain nombre de solutions, justement, pour adresser ces risques et pour déployer une IA de confiance. Eh ben, on peut en parler alors. Quel genre de solution on a? Alors, c'est intéressant de regarder comment les solutions ont émergé dans le temps. Les premiers rapports vraiment qui ont mis en avant ces risques de l'intelligence artificielle, les risques du big data, ils datent de 2016. C'était aux États-Unis, le bureau à l'époque d'Obama, Trump n'était pas encore élu. Et on a des premiers rapports qui sortent sur quand même ce big data, ces données massives, ces algorithmes automatiques. Est-ce qu'il n'y a pas des conséquences sur la société, sur les citoyens? Et donc, ces rapports montrent quelques risques. Et donc, derrière ces premiers rapports, il y a eu des publications scientifiques et puis un certain nombre d'organisations internationales. Ça, c'est vraiment le premier grand débat et les premiers grands rapports sur le sujet de l'IA de confiance. Avec, en 2018, l'Université de Montréal, qui a élaboré un rapport qui s'appelle la Déclaration de Montréal, qui a été piloté par Joshua Bengio. Joshua Bengio est quelqu'un de très connu, a encadré les thèses de Yann LeCun, de beaucoup de gens très connus dans le domaine de l'IA aujourd'hui, et puis par un philosophe qui s'appelle Marc-Antoine Dulac. Et ils ont sorti cette déclaration de Montréal disant « OK pour le développement de l'intelligence artificielle, mais il faut respecter une dizaine de principes qui sont des grands principes un peu philosophiques, comme l'équité, la justice, le respect de l'autonomie, etc. » Le deuxième grand rapport sur cette IA de confiance, il a été élaboré par un groupe d'experts européens en 2019. C'est un rapport qui s'appelle Guidelines on Ethics of Artificial Intelligence. Et donc, ces 52 experts là aussi, se sont appuyés sur des grands principes. Donc, dans tous ces rapports internationaux, on se base sur des grands principes philosophiques. Alors, ces grands principes, c'est de dire, voilà, on développe des technologies, mais il faut que ces technologies soient justes. Alors, juste, ça veut dire quoi en termes d'éthique? Ça veut dire qu'on ne peut pas discriminer des individus ou des populations les unes par rapport aux autres. Et il a été montré que l'IA peut discriminer, par exemple, des femmes par rapport aux hommes dans le domaine du recrutement, dans le domaine de la publicité, ou des populations noires par rapport aux populations blanches. Il y a beaucoup de travaux autour de ces questions. Donc, des technologies justes. Ensuite, deuxième grand principe, c'est l'autonomie des individus, le respect de la vie privée. Et donc, si on prend par exemple des technologies comme des systèmes de recommandation ou des réseaux sociaux, on a pu constater des bulles d'enfermement parce qu'en fait, des données d'intelligence artificielle qui sont utilisées, c'est des données passées et on va prédire le futur en fonction des données passées de l'individu. Donc, on va l'enfermer soit dans un type de produit acheté parce qu'il l'a acheté précédemment, soit dans un type d'information à regarder parce qu'il a cliqué précédemment sur ce type d'information. Donc, ce grand principe d'autonomie de l'individu doit être respecté. Et donc, évidemment, ça implique des contraintes sur les programmes d'IA. Le troisième grand principe, c'est le principe de bienfaisance, c'est-à-dire qu'il faut prouver que la technologie d'IA a une valeur ajoutée. Alors, par exemple, en santé, on est obligé en France d'avoir un label de la Haute Autorité de Santé. Donc, il faut prouver par des expérimentations que vraiment il y a un apport en termes de santé. Et enfin, le dernier critère, c'est la non-malfaisance. C'est-à-dire qu'il faut des garanties que vraiment il n'y ait pas d'effet négatif. Donc ça a été le travail de la Commission européenne, basé sur ces grands principes. Et la Commission européenne a, dans son rapport, dit qu'il faut 7 critères à l'intelligence artificielle, dont la transparence des algorithmes, dont le principe d'accountability, c'est-à-dire le fait de pouvoir auditer les algorithmes et de rendre des comptes,
la garantie humaine aussi qui est intéressante, et puis les questions techniques de robustesse, donc tout un tas de critères. Et puis derrière la Commission européenne, il y a eu l'OCDE, l'UNESCO, donc tout un tas de pays qui ont dit la même chose. Donc ça, c'est la première phase sur, je dirais, les grands principes éthiques à respecter. En fait, la première partie, c'est vraiment les institutions internationales. C'est intéressant que ça vienne d'eux. Ça a été quoi, du coup, la deuxième étape dans ce trajet? Alors, en fait, cette première étape, elle était quand même très, je dirais, philosophique, on va dire, sur des grands principes. Alors, quand on a une équipe de data scientists, on se dit, mais ce grand principe de justice, qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que je peux faire au quotidien? Donc, ces grands principes, ils ont été posés, mais le gros développement, ça a été ce que l'on appelle le FAIR ML, le FAIR Machine Learning, qui a consisté donc en data science et en computer science à imposer dans les algorithmes cette notion de fairness. Alors, il y a plusieurs calculs possibles, mais par exemple, si je prends une discrimination entre des hommes et des femmes, pour qu'il n'y ait pas cette discrimination dans l'algorithme, on va imposer par une équation dans l'algorithme d'avoir par exemple un des calculs, c'est le taux de faux positif ou faux négatif équivalent chez les hommes et chez les femmes. Donc, il y a plusieurs calculs possibles. Donc, ça, c'est, je dirais, très opérationnel, c'est mis en place. Sauf que ça présente aussi un certain nombre de limites, parce qu'en général, la discrimination potentielle, elle n'est pas sur un critère, par exemple homme-femme, mais elle est sur plein de variables potentielles. Donc, comment fait-on? Et puis, il y a certains auteurs aussi qui ont dit, finalement, ces calculs de la fairness, eh bien, génèrent des effets qui ne solutionnent pas du tout cette question vraiment de justice. Donc, on a des effets qu'on dit rebonds, hein, c'est-à-dire qu'on traite une partie du problème, mais en fait, on crée d'autres discriminations potentielles. Donc, cette question reste importante. Donc, il y a une troisième phase dans laquelle on est un peu aujourd'hui, qui est la phase de la régulation. On voit arriver l'IACT européen, qui est encore basé sur une autre notion, qui est la question du risk management. C'est-à-dire qu'on va classer les applications d'IA en fonction de leur niveau de risque sur la société, sur l'environnement. Et on va dire, voilà, il y a des applications à très haut risque. Alors, l'exemple donné par l'Europe, c'est le credit scoring qui est appliqué en Chine, mais qui n'est pas, heureusement, appliqué en Europe. Et ce credit scoring, eh bien, on va l'interdire. Ça, c'est vraiment une application qui ne sera pas acceptée en Europe. Et puis, il va y avoir du high risk. Alors, le high risk, il y a tout un tas d'applications, notamment le recrutement qui est cité, notamment des applications en santé. Et là, on aura des contraintes vraiment de la régulation, notamment sur la question de la transparence des algorithmes, sur la question de la qualité des données, comment on peut avoir un jeu de données qui ne soit pas biaisé, sur le fait que l'algorithme doit être auditable, donc des critères qui étaient dans ces rapports de la Commission européenne, mais qu'on va avoir vraiment ancrés dans la régulation. Mais alors, concrètement, l'algorithme, il doit être transparent, il doit être auditable. Ça veut dire quoi? Parce qu'on parle quand même d'algorithmes qui vont justement être auto-apprenants, c'est-à-dire qu'ils arrivent à des résultats, mais on n'est pas forcément capable de savoir quelle pondération ils ont donné à chaque critère, etc. Parce que justement, ils sont conçus pour inférer les bons résultats par rapport à un jeu de données d'entraînement. Alors comment on rend ça transparent? Comment on peut auditer ça? Alors, le mot transparent, qui est en fait dans le texte de loi et qui est aussi dans le rapport européen. Donc nous, dans Goodintech, on a mené beaucoup de travaux sur l'explicabilité des algorithmes. Et en fait, on s'aperçoit que ça n'est pas que technique. Bon, c'est vrai qu'il faut comprendre comment fonctionne l'algorithme. Il faut comprendre quelles sont les variables qui vont expliquer le résultat. Mais il faut aussi être capable d'expliquer auprès de l'utilisateur de l'algorithme. Donc ça peut être en B2B ou ça peut être auprès d'un utilisateur en B2C, par exemple, dans le cadre du credit scoring de banque. Eh bien, il faut être capable d'expliquer comment fonctionne l'algorithme. Donc, nous, on a testé sur du credit scoring, par exemple, auprès d'utilisateurs qui demandent des prêts, plusieurs types d'explications. Donc, on a expliqué de manière différente
Donc, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il y a des explications, par exemple, contrefactuelles, etc. Donc, on va avoir des systèmes d'explication différents et on va mesurer la réaction des gens. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, la confiance de l'utilisateur dans l'algorithme, donc dans sa demande de crédit scoring, elle n'est pas la même suivant le fait qu'on lui explique ou pas comment l'algorithme fonctionne et qu'on lui explique pourquoi, lorsqu'il demande un prêt, soit il a une réponse positive, soit il a une réponse négative. Donc cette question d'explicabilité, elle est majeure. Donc on utilise plutôt explicabilité que transparence et encore mieux qu'explicabilité, le terme interprétabilité, qui veut dire quoi? Qui veut dire que non seulement on a expliqué, mais en plus, l'utilisateur a compris. Parce qu'on peut avoir la meilleure explication du monde, mais on peut avoir aussi en face des gens qui n'ont pas compris cette explication. Et donc, ça ne sert à rien. Donc, il faut qu'on arrive à ce concept d'interprétabilité. Alors, il y a beaucoup de recherches sur le sujet qui sont en train d'être menées. On amène dans le cadre de Good in Tech. Et effectivement, on aura beaucoup de travaux aussi avec l'IA Act s'il est voté au niveau européen. Est-ce que ça va être le nouveau RGPD, cet Act? Parce qu'on a un petit peu cette idée-là aussi dans le RGPD que les utilisateurs donnent un consentement éclairé, ils comprennent à quoi ils consentent en autorisant l'accès à leurs données personnelles. Est-ce que ça va être pareil avec l'IA? On va avoir l'idée de devoir expliquer aux personnes concernées comment fonctionnent ces algorithmes? Alors, je dirais, avant l'IA Act, il y a quand même une régulation européenne qui a été votée cet été 2022 et qui va démarrer en 2023. Nous, on organise avec Good in Tech une grande conférence internationale les 16 et 17 janvier sur le DSA, qui est la régulation, et sur la modération des contenus. Et dans la loi DSA, il y a déjà une partie, alors plutôt destinée aux grandes plateformes, mais une partie de la loi qui concerne une certaine transparence des algorithmes des grandes plateformes, en particulier sur la manière dont ils luttent contre la désinformation et en particulier dans les périodes électorales sur la manière dont ils poussent des contenus. Donc cette idée, elle est déjà très présente dans le DSA et puis toute la question et l'enjeu vraiment sociétal de la modération des contenus sur les plateformes. Donc il y a une régulation qui existe. Dans cette régulation, il y a également, et ça c'est très intéressant, une ouverture des données des grandes plateformes, donc une obligation des grandes plateformes à ouvrir leurs données pour des chercheurs. Donc, on va pouvoir aller contrôler comment les algorithmes fonctionnent. C'est super intéressant. C'est l'ouverture des données d'entraînement, c'est l'ouverture des données de sortie. Qu'est-ce qui va être... Alors, c'est en train d'être discuté. Et l'ARCOM, en France, vient de faire une consultation publique auprès des chercheurs. On est en train d'y répondre pour l'accès aux données des plateformes en ligne. Donc ça, c'est le DSA. Donc on voit qu'il y a quand même des éléments qui touchent les algorithmes. Et puis sera discuté donc, ce fameux IA Act, qui est vraiment très intéressant. Et derrière l'IA Act, il y a la régulation, mais il y a aussi tous ces travaux internationaux et nationaux, un peu dans tous les pays, sur la question de la standardisation. Probablement qu'il va y avoir des standards dans l'IA. Il y a une association internationale qui s'appelle I3E, qui crée des standards des technologies. J'étais il y a quelques jours à La Haye à une conférence internationale d'I3E, ça s'appelle Positive Planet 2030, et c'était sur les standards de l'IA, vraiment tout à fait en phase avec les travaux qu'on mène dans Good in Tech. Et donc cette idée qu'on va travailler à standardiser. Qu'est-ce que ça veut dire une base de données de qualité? Qu'est-ce que ça veut dire la transparence? Qu'est-ce que ça veut dire l'explication? Voilà, un certain nombre de critères, et les travaux d'I3E sont déjà existants sur beaucoup de critères d'intelligence artificielle de confiance. Ça veut dire que c'est standardisable d'un pays à l'autre, ce qu'on considère comme fair, comme juste ou pas, comme éthique ou pas. Est-ce que y a un consensus pour dire que voilà, tous les pays, toutes les cultures vont avoir la même idée de ça? Ou est-ce que justement il y a des gens qui considèrent que non, dans certains cas, certains facteurs vont faire que pour nous ça va être fair, et d'autres personnes vont dire non, pour nous ça sera plutôt ça qui sera fair? Alors ça, c'est très intéressant parce que effectivement, il y a une différence culturelle.
Et les rapports dont je parlais tout à l'heure, de la Commission européenne, de l'OCDE, l'UNESCO, ils sont basés sur ces 4 grands principes philosophiques qui sont défendus évidemment par des sociétés démocratiques et plutôt par l'Europe. Et on a dans le monde 3 visions probablement des technologies, du monde des technologies. On a une vision européenne qui est de défendre l'utilisateur, c'est le RGPD, de faire attention aux risques de l'IA, c'est l'IA Act, donc de protection quand même des citoyens face à ces technologies. Et puis des débats autour de ces questions. On a une vision américaine, bien sûr, beaucoup plus business, et basée sur le fait que si une technologie est utile, eh bien, il faut la déployer. Et puis, on a une 3e vision qui est la vision chinoise, où malheureusement, ni l'un ni l'autre n'est mis en avant, mais on est plutôt sur des technologies qui, tout le monde le sait, servent aussi à surveiller massivement la population. Et donc, ces questions de privacy, de fairness, n'intéressent pas du tout, évidemment, un pays comme la Chine. Donc, on a des différences culturelles, et ces différences culturelles, on les travaille aussi dans ces questions de fairness ou de principes de justice, ou des choix, dans les choix qu'on va faire dans les algorithmes. Alors, il y a un site interactif qui a été développé par le MIT qui s'appelle Moral Machine, que j'utilise moi dans mes cours avec mes étudiants, où en fait on demande aux individus de faire le choix d'une voiture connectée. Et donc l'individu va choisir l'algorithme et va choisir la décision que va prendre l'algorithme entre différents scénarios. Et donc Voiture autonome. Voiture autonome. Sur une route, et à un moment, elle doit faire le choix entre est-ce qu'il y a un piéton, entre un piéton, un animal, entre un enfant, une personne âgée, c'est ce genre de choses? Exactement, c'est ce genre de choses. Alors moi, j'ai un de mes cours où j'ai, je crois, une 40aine de nationalités. Et puis évidemment, des jeunes étudiants entre 20 et 30 ans. Et donc, on fait cet exercice en direct. Et c'est quand même assez incroyable parce qu'on trouve comme résultat systématique quasiment chaque année qu'en fait, on va plutôt tuer les personnes âgées, on va plutôt tuer les personnes obèses, on va plutôt tuer des gens qui n'ont pas d'emploi et on va, je dirais, favoriser l'homme blanc, cadre supérieur. Voilà. Et donc, ça, on voit bien qu'il y a des différences. Et puis, il y a des différences culturelles entre toutes les nationalités qu'il y a dans l'assistant. Ça a été aussi montré par le MIT. Donc, sur cette question, là, c'était juste à titre indicatif, mais sur cette question, il y a des différences culturelles. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, on a quand même cette volonté d'encadrer ces technologies. Et ces technologies d'IA de confiance, ce n'est pas uniquement du frein à l'innovation, ce ne sont pas uniquement des contraintes qu'on va mettre dans les algorithmes. Ça représente des marchés considérables. Et nous, ce qui nous intéresse dans Good in Tech, c'est de regarder aussi si ces contraintes de transparence, de fairness, etc., sont perçues positivement par les consommateurs. Et on vient de mener des travaux qui montrent que plus les consommateurs perçoivent l'algorithme comme transparent, fair, auditable, etc., plus ils acceptent d'acheter la technologie. Et donc, on crée de la confiance. Donc, c'est vraiment de l'IA de confiance, mais perçue vraiment comme telle par les consommateurs. Et donc, c'est un marché qui a été d'ailleurs quantifié, cette IA de confiance, dans un certain nombre de secteurs économiques et dans un certain nombre d'industries. Donc, c'est loin d'être un frein à l'innovation, c'est plutôt une opportunité. Et en particulier en Europe. Pour les entreprises supplémentaires, ça peut aussi donner un avantage concurrentiel au final. Absolument. Et justement, si on s'intéresse aux entreprises, qu'est-ce que ça change pour elles l'introduction de ces principes d'éthique dans l'IA et puis comment elles peuvent le mettre en place concrètement quand on est une entreprise qui travaille, je ne sais pas, sur des voitures autonomes, sur de l'assurance, et puis les entreprises finalement? Alors, évidemment, ces questions, elles doivent être traitées à plusieurs niveaux. Il y a d'abord la partie technique. Donc là, il faut que ces entreprises, elles travaillent avec des partenaires qui sont des prestataires qui développent des algorithmes, mais qui tiennent compte de ces sujets, donc qui savent faire un algorithme faire, justement,
qui savent traiter les questions d'explicabilité, qui savent regarder en particulier les biais des données. Dans les entreprises qui aujourd'hui fabriquent des programmes d'intelligence artificielle, il y en a certaines qui se positionnent sur ces questions et d'autres non. Mais je crois que ce ne sont pas que des aspects techniques qu'il faut traiter, et c'est la vision que l'on porte dans Good in Tech. Bien sûr, le premier axe qu'on traite, ce sont ces questions techniques d'IA de confiance, mais il faut aller plus loin. Il faut avoir des KPI dans l'entreprise. Et il faut que ça devienne des KPI qui permettent de mesurer une responsabilité numérique de l'entreprise. Et ces KPI, ils doivent remonter dans ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, on anime avec Good in Tech, par exemple, au sein du pôle de compétitivité Cap Digital, des travaux sur numérique de confiance et numérique écologique, puisqu'il y a les deux dimensions. On travaille avec 150 entreprises membres du pôle de compétitivité pour identifier quelles sont les dimensions, quels sont les KPI à identifier et à mesurer, et comment on peut remonter ces critères dans ce qu'on appelle une responsabilité numérique de l'entreprise, sur lequel l'entreprise va aussi, je dirais, s'appuyer dans des rapports annuels, dans des évaluations. Et je crois qu'il faut un engagement dans ces démarches sur les techniques d'IA, mais sur tout le numérique qui est déployé au sein de l'entreprise. Alors, des exemples de KPI? Alors, des exemples de KPI, dans les travaux qu'on a menés avec Cap Digital, par exemple, il y a un premier niveau indispensable qui est: est-ce que c'est important dans la stratégie de l'entreprise ou pas? Alors là, il y a évidemment des entreprises qui sont des entreprises à mission. Donc, un des KPI, c'est: est-ce que je suis une entreprise à mission ou pas? Bon, puis il y a plein d'autres entreprises qui ne sont pas à mission, mais qui, dans leur plan stratégique, mettent le numérique de confiance et écologique comme prioritaire. Donc, évidemment, ça, c'est un KPI. Donc, ça, c'est l'aspect stratégique. Ensuite, il y a l'aspect technique dont on parlait précédemment, c'est-à-dire tous les KPI de: est-ce que je respecte évidemment le RGPD? En général, les entreprises, elles respectent la régulation, mais est-ce que je vais plus loin sur l'IA de confiance? Donc, ça, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Est-ce que j'ai des algorithmes auditables? Est-ce que j'ai des algorithmes explicables? Est-ce que j'ai des biais dans les données que j'utilise dans le cadre des algorithmes que je développe? Est-ce que j'ai vérifié qu'il n'y ait pas de discrimination? Donc, tout un tas de KPI techniques sur la technologie qu'on développe. Et puis, il y a d'autres KPI. L'organisation. Qui est responsable justement de cette partie numérique de confiance? Est-ce qu'on identifie des gens? Alors, il y a un poste qui a été créé dans les entreprises, sur lequel d'ailleurs dans Good in Tech, on a fait tout un travail. C'est le Chief Data Officer. Le Chief Data Officer, pour l'instant, il regarde la mise en conformité avec le RGPD. Mais son rôle, il peut être beaucoup plus large. Est-ce que, justement, dans les algorithmes d'IA, par exemple, les questions de biais des données sont traitées? Donc, qui, dans l'organisation, va porter ces questions? C'est très important. Et si on est dans des grands groupes, je prends un exemple qu'on a vu chez Cap Digital, qui est par exemple La Poste, qui a développé beaucoup de critères de responsabilité un peu partout dans l'organisation. Eh bien, chaque service a des objectifs très précis et des KPI sur ces questions. Et puis, il y a également, derrière l'organisation, le marché. Est-ce que vis-à-vis des utilisateurs, de mes consommateurs, j'ai une certaine transparence? C'est-à-dire que si je développe des chatbots, par exemple, est-ce que je dis à mes consommateurs que le chatbot, c'est une machine? Ou est-ce que je lui fais croire que c'est un service client? Voilà, on peut discuter des chatbots. Les chatbots, c'est assez paradoxal, c'est du Customer Relationship Management. Et probablement que dans 80% des cas, en tout cas à titre personnel, ça n'a jamais répondu à ma question. Donc, il y a quand même ce paradoxe. Donc, il faut quand même des outils qui marchent et il faut être transparent vis-à-vis de ses clients. Et enfin, le dernier critère, c'est des catalyseurs, c'est-à-dire quel financement on met sur cette stratégie. Est-ce que vraiment il y a du financement ou pas? Est-ce qu'on est dans des écosystèmes? Par exemple, le réseau de recherche qu'on a, Good in Tech, mais il y a plein d'écosystèmes qui travaillent sur ces sujets. Voilà, quels sont les catalyseurs qui font que l'organisation, elle va se transformer vers cette vision numérique responsable et écologique?
Parce que l'écologie est aussi un critère important. On va en parler. Je reviens sur un des critères dont vous avez parlé. Un algorithme ne crée pas de biais. Un sujet extrêmement important, mais comment on sait que son algorithme ne crée pas de biais? Parce que ça se teste sur un très grand nombre d'occurrences. Comment, quand on a écrit l'algorithme, même si, ok, il est auditable, ok, on a bien mis tous les moyens et tout, on a la bonne organisation, comment on sait que je ne crée pas de biais avec mon algorithme? Alors, dans les biais, il y a plusieurs enjeux. Il y a les résultats de l'algorithme. Donc là, il y a déjà la robustesse, c'est-à-dire est-ce que j'ai beaucoup de faux positifs, beaucoup de faux négatifs? D'accord. Je prends un exemple un peu provocateur. Il y a des chercheurs de la PHP, dans le domaine de la santé en France, qui ont eu des publications incroyables au niveau mondial et qui ont créé un algorithme qui s'appelle BrainTail. Alors, BrainTail, l'objectif de cet algorithme, c'est de prédire si dans les services de réanimation, les gens vont sortir du coma ou pas, les patients vont sortir du coma. Donc, vous voyez, l'enjeu éthique derrière. Et puis, il peut y avoir une décision dans le service qui est de dire, bon, ben, ce patient ne peut pas sortir du coma, j'ai un patient de 20 ans qui arrive, bon, ben, je vais peut-être privilégier celui de 20 ans. Donc, je dis ça parce que c'est, dans certains cas, ce qui s'est passé pendant le Covid dans les services de réanimation. Donc, ce cas qui est quand même un cas éthique majeur, si j'ai beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire des gens où je dis, effectivement, ils vont sortir du coma, ils ne vont pas sortir du coma, mais en fait, c'est faux. Ben, peut-être que je les condamne pour rien. Donc, il y a des enjeux, en particulier dans la santé, mais pas que, où en fait, c'est vraiment très, très ennuyeux, ce biais lié au fait que je fais des erreurs. Et tout algorithme fait des erreurs. Donc là, l'idée, c'est de diminuer le plus possible les erreurs que l'on fait. Et puis, les biais, c'est surtout une question de base de données de départ. Et c'est peut-être l'un des sujets le plus importants dans l'IA. C'est-à-dire que quand j'entraîne un algorithme, est-ce que je m'assure que la base de données que j'ai au départ, elle n'est pas biaisée? Je prends un exemple. J'étais il y a 2 ans à Moscou, alors, évidemment pas récemment, mais il y a 2 ans j'étais à Moscou et on a vu, j'avais visité une entreprise qui gère la reconnaissance faciale des, je crois qu'il y a 200 000 caméras dans Moscou. Et donc, c'est pour identifier des gens qui font des vols, etc. etc. Et cette entreprise avait entraîné son modèle pendant la Coupe du Monde. Et pendant la Coupe du Monde, qui est allé à Moscou pour la finale? Ben, essentiellement des gens blancs, de type caucasien, plutôt des hommes. Voilà. Et effectivement, on avait ce qu'ils disaient l'entreprise, c'est qu'ils avaient de très, très bons résultats sur cette population parce qu'ils avaient entraîné leurs données sur ça. Mais supposons qu'il y ait des personnes de couleur noire, par exemple, qui vont à Moscou ou plus de femmes, etc., ben, les résultats étaient très mauvais. Donc, la conséquence, c'est qu'on pouvait accuser une personne d'avoir volé quelque chose ou d'avoir fait une action non citoyenne dans la rue. Et c'était une erreur de l'algorithme, ce n'était pas une réalité. Donc, la question des biais des données, c'est une question assez fréquente. Certains chercheurs chez nous disent que c'est probablement là où on a le plus de biais potentiels et le biais aussi potentiel de discrimination, d'injustice dont on parlait tout à l'heure. Et on a beaucoup travaillé sur les algorithmes de recrutement. Par exemple, les données qui servent aux algorithmes de recrutement, elles posent vraiment problème. Et si vous me permettez, Caroline, je donne un exemple sur le recrutement. Il y a une société qui s'appelle HireVue aux États-Unis, dans le domaine des algorithmes de recrutement. Donc, HireVue est considéré comme a license to discriminate par certains chercheurs de NYU, New York University. Pourquoi? Parce que c'est un algorithme qui fait du traitement automatique de CV, mais qui en plus demande aux candidats, et moi j'ai des étudiants qui sont passés par HireVue, demande aux candidats de répondre en 5 questions sur une plateforme avec une vidéo. Et de tout ça, HireVue calcule un score d'employabilité et donne à ses clients les peut-être 30 candidats qui ont le meilleur score d'employabilité. Comment ça marche?
On ne sait pas. Si vous savez peut-être que d'autres aussi modèles d'intelligence artificielle ont montré qu'avec juste votre visage, on peut détecter votre orientation sexuelle, par exemple. Bon, est-ce que ça, c'est pris en compte? On n'en sait rien. Ou alors, voilà, vous avez dans la vidéo, il y a aussi d'autres modèles d'intelligence artificielle qui, à partir de votre ton de voix, détectent si vous êtes dépressif ou pas. Tout ça, c'est plein de faux positifs et faux négatifs. Est-ce que ces techniques, elles sont utilisées? Donc, vous voyez que dès qu'on passe à ces systèmes-là, ça pose d'énormes enjeux éthiques, hein. Et donc, avoir cette IA de confiance, c'est quand même quelque chose de nécessaire, hein, et je dirais, de rassurant aussi, à la fois pour les entreprises qui utilisent ces outils, et à la fois aussi pour en l'occurrence là, les candidats qui postulent à ces entreprises. Et une entreprise qui tamponne son algorithme de recrutement IA de confiance, peut-être qu'elle aura plus de candidats que d'autres entreprises. Revenons sur le sujet écologique. Comment ça rentre en compte dans cette dimension éthique de l'intelligence artificielle? Alors, c'est un sujet majeur. C'est probablement d'ailleurs le sujet sur lequel toutes les entreprises qui font de l'IA travaillent en priorité aujourd'hui, hein. C'est cette fameuse neutralité carbone. Certains groupes ont des objectifs neutralité carbone 2030, y compris d'ailleurs les grandes plateformes, hein, Google, Facebook, ont vraiment développé tout un tas de démarches, hein. Je crois que Facebook a un data center qui chauffe toute une ville aux Pays-Bas. Donc, c'est un vrai enjeu. Il a été montré que l'intelligence artificielle a un impact assez fort dans tout son cycle de vie. D'abord dans la collecte des données, puis dans le stockage et dans les data centers. Donc aujourd'hui, il y a des solutions, on en a primé une via le prix Good in Tech qui s'appelle Data Farm, qui sont des data centers avec de nouveaux modèles économiques pour les agriculteurs, mais des data centers à zéro impact carbone, qui sont installés dans des fermes. Donc il y a ce cycle de vie de data center, comment on réduit l'énergie du data center. Et puis après, tout l'algorithme lui-même et l'entraînement de cet algorithme. Certains ont montré que l'entraînement d'un seul algorithme de NLP, Natural Language Processing, eh bien, c'était l'équivalent en CO2 de la durée de vie d'une voiture, hein. Donc, c'est quand même très élevé. Donc, je pense que le secteur a pris en compte ce sujet, travaille sur des solutions. À l'Institut Mines-Télécom, on a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur cette question de la mesure très précisément de l'impact carbone et puis de l'impact plus global, hein, du numérique sur l'environnement. On est sur la bonne voie. Il faut des données. C'est une question également de données, hein, puisqu'il faut pouvoir mesurer les effets des actions qui sont mises en place par les entreprises. Mais sur ce sujet, moi, j'ai assez confiance parce que je pense que c'est un sujet que les entreprises sont en train d'adresser. Et il ne faut pas oublier non plus que l'IA fournit aussi des algorithmes très utilisés dans la lutte contre le réchauffement climatique, notamment pour détecter, par exemple, des endroits de biodiversité dans le monde qui ont été touchés par le réchauffement climatique. Donc, il y a des images satellites, tout un tas toute une partie de l'IA qui est vraiment dédiée à comment on peut contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique par des données et puis par des traitements automatisés. Vous êtes confiante sur la partie écologique, l'IA nous amène aussi du bon. Sur la partie enjeux de société, on a parlé de désinformation au tout début de l'interview. Est-ce que vous êtes aussi confiante? Alors, il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine et effectivement, c'est probablement l'un des enjeux majeurs de nos sociétés, hein, démocratiques, hein, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'en particulier sur les grandes plateformes de réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube, hein, que ce soit TikTok, donc on retrouve bien les Américains et les Chinois sur ces plateformes, se déploient massivement des fake news, voire des deepfakes qui sont des algorithmes d'IA encore plus intrusifs, où en fait on crée des vidéos
Et en tant qu'utilisateur, on ne se rend pas compte que ces vidéos sont entièrement fabriquées artificiellement. Et donc, on fait dire à quelqu'un un discours qu'il n'a jamais prononcé. Donc, ça pose d'énormes problèmes. Et puis, ça pose également des problèmes parce que les algorithmes eux-mêmes des réseaux sociaux, donc qui sont des algorithmes qui filtrent l'information, poussent ces contenus parfois de désinformation sans le vouloir forcément. Parce que en fait, cette désinformation, souvent, elle fait de l'audience et qu'ils ont des modèles publicitaires. Donc, on a un souci de gouvernance, vraiment, des plateformes et puis un impact important sur nos démocraties. En particulier, on l'a vu pendant le Covid, il se trouve que je fais partie aussi d'un groupe d'experts de l'Arcom, qui est le régulateur des médias en France, sur la désinformation en ligne. Et on a travaillé sur 2 périodes qui sont les périodes du Covid et puis les élections à la fois américaines et puis françaises. On voit bien que pendant, en tout cas, les périodes électorales, se déploient massivement des fausses informations. Et sur le Covid, vraiment, ça a été mondial sur des traitements qui solutionnaient, par exemple, prendre l'eau de Javel, etc., repris par des grands présidents, en particulier des États-Unis. Et malheureusement, il y a des gens qui ont écouté ça et qui en sont morts. Donc, voilà, on est dans des systèmes de technologie de persuasion massive avec beaucoup d'influenceurs. Et tout ça a besoin de régulation. Et donc là, au cœur de ces questions, eh bien, l'IA de confiance est très importante. Donc, comment on rend ces grandes plateformes plus explicables, comment on peut comprendre comment ça fonctionne sans révéler des secrets professionnels, puisque évidemment ce sont des secrets d'affaires, des algorithmes aussi, il y a un secret commercial, mais comment on peut mieux comprendre les phénomènes et puis comment on peut mieux lutter contre cette désinformation. Et tous les travaux qui sont faits par ailleurs sur l'IA de confiance appliqués à ce domaine-là sont très importants. Par exemple, l'Arcom en France, dans ce groupe d'experts, audite les plateformes régulièrement sur la lutte contre la désinformation. Et il y a tout un collectif avec aussi une initiative à Sciences Po qui s'appelle De Facto, qui est un projet européen. Donc, il y a tout un tas de gens qui travaillent aussi sur ces questions, comment on peut modérer les contenus, comment on peut lutter contre la désinformation, par aussi ce numérique de confiance dont on a parlé. Donc l'IA peut aussi nous aider à lutter contre les fake news. On a des exemples de ça? Alors, bien sûr, il y a de la détection de fausses informations aujourd'hui. Il faut savoir que les plateformes, par exemple, lorsqu'elles ont à détecter des fausses informations ou lorsqu'elles ont à détecter des contenus haineux, par exemple, ou terroristes, on va dire qui posent problème, elles utilisent de 2 types de solutions. Des humains, donc des journalistes, ce qu'on appelle des fact-checkers, qui vont vérifier l'information, qui vont vérifier que c'est un discours de haine et à quel point ce discours est problématique. Et donc, par rapport à ça, les plateformes, elles vont retirer le contenu ou mettre des alertes. Enfin, il y a plusieurs niveaux. Et puis, il y a une deuxième solution qui est algorithmique. C'est-à-dire que, comme il y a énormément de données, on va développer, et en tout cas les plateformes développent aussi des technologies algorithmiques qui permettent d'identifier ces contenus, voire automatiquement de baisser en visibilité ces contenus, voire, on l'a vu, y compris sur des gens extrêmement connus dans le monde, supprimer des comptes. Comment vous voyez votre domaine, celui de l'éthique dans l'IA, de l'IA de confiance, évoluer dans les prochaines années? Alors, dans ce centre de recherche Good in Tech, on est sur l'IA, qui est le premier axe qu'on traite parce que c'est un sujet très actuel. Mais en fait, nos travaux sur le deuxième axe, qui est la responsabilité digitale, ils portent sur tous les types de technologies. Et aujourd'hui, il y a un focus particulier sur l'IA parce qu'il y a beaucoup de déploiements d'IA dans les métiers et dans tous les secteurs économiques et dans toutes les entreprises. Mais demain, on sait qu'on sera sur d'autres technologies, peut-être l'ordinateur quantique, peut-être encore d'autres choses comme le métaverse, qu'on adresse aussi dans Good in Tech. Et donc, il faut que ce qui soit fait
dans les travaux qu'on mène aujourd'hui ou dans ces questions d'IA de confiance, eh bien, puissent aussi se faire, enfin, en tout cas, s'appliquer dans des technologies du futur. Et c'est intéressant parce que la régulation européenne, quand vous écoutez les régulateurs européens, c'est exactement ce qu'ils disent sur le DSA. Le DSA est une régulation assez large, de manière à ce qu'elle puisse s'appliquer probablement à d'autres technologies du futur. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, on sait que les technologies, c'est un monde qui évolue tous les jours. Il y aura d'autres technologies demain. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est comment, surtout, rendre ces technologies, je dirais, plus responsables par rapport à la société, par rapport à l'environnement, mais surtout aussi, je dirais, l'idée derrière, c'est de construire un monde... c'est le claim qu'on a dans ce centre de recherche Good in Tech, un monde meilleur pour et par l'humain. C'est-à-dire qu'on parle technologie, mais quand même, il faut que ces technologies, elles soient avant tout développées par l'humain au service des humains. Pour finir, Christine, quelle serait votre recommandation de lecture, un livre, un article ou une conférence pour approfondir sur ce sujet? Alors, j'invite évidemment à venir sur le site de notre centre de recherche, Good in Tech. Donc, on a beaucoup de webinaires qui sont tout à fait disponibles en replay. On a beaucoup de contenu aussi, des travaux, des notes de réflexion qui peuvent être utilisées par les entreprises. On a aussi des outils que l'on a mis en place, des rapports, des interviews. Voilà, donc ce site est très, très riche. C'est un premier élément. Et puis, moi, j'invite aussi peut-être... les entreprises, ou en tout cas les personnes qui s'intéressent à ce sujet, à ne pas hésiter à se rapprocher de chercheurs qu'on oublie parfois. Ça en traite souvent les problèmes quotidiens dans les entreprises, etc. Mais se rapprocher de chercheurs qui regardent au niveau international ce qui se passe, qui sont peut-être un peu en amont par rapport aux sujets traités dans l'entreprise. Entre la recherche, je dirais, la pratique, il y a peut-être... selon moi, 3 à 4 ans d'écart entre des articles de recherche et un moment où ça devient un benchmark, enfin vraiment un outil standard dans l'entreprise. On l'avait vraiment avec l'IA de confiance. Voilà, donc j'invite à vraiment se nourrir de tout ce qui est fait dans le domaine de la recherche et pas se dire que les chercheurs sont des gens complètement à côté de la plaque ou sur la planète. Ils sont parfois sur leur planète, mais ils peuvent être aussi très appliqués. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. C'est bien noté et on mettra les liens associés au contenu. Christine, merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Bridge.